Bonjour à tous. Je vais pouvoir aller très rapidement sur ma première slide puisqu'on m'a déjà présenté. Donc, je m'appelle Marie Krapp. Aujourd'hui, je suis Head of Data Science chez VP. VP étant le nouveau nom du groupe Vente Privée, pour ceux qui connaîtraient. Avant quoi, j'ai été CTO d'une startup qui met toujours en relation des auto-entrepreneurs avec des entreprises et qui s'appelle Staffme. J'ai aussi été Data Scientist à la RATP et un peu plus tard à la SNCF. Ainsi que quelques expériences entrepreneuriales. Donc un profil en effet assez technique, mais sans jamais négliger le côté business des projets. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est plutôt que d'aller à fond dans un projet de data science et de vous détailler l'implémentation technique, l'algorithme, le process de mise en production, le monitoring, etc. Choses qui sont toujours très uniques d'un projet à l'autre. J'ai décidé de faire quelque chose peut-être un peu original et de faire 5 retours d'expérience. Alors forcément 5 en 45 minutes, donc 5 retours d'expérience flash. Et ils ont tous un point commun, ces retours d'expérience, c'est qu'ils contiennent des vraies difficultés, voire des situations d'échec. Le but, évidemment, ce sera de ne pas rester sur ces échecs, mais d'en tirer des leçons qui, j'espère, pourront vous être utiles. Du coup, à travers ces 5 retours d'expérience, on va pouvoir parler de l'importance du jargon, de notre métier, mais aussi du métier de nos interlocuteurs, de l'importance de l'usage, à savoir l'usage des solutions de data science qu'on développe, l'importance des biais, sujet ô combien important dans notre métier, et aussi l'importance de la simplicité et de la communication. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'ai 2 petits disclaimers, disons. Le premier, c'est que qui dit retour d'expérience flash dit évidemment vision assez superficielle des projets. Donc, je vais vraiment épurer au maximum les contraintes techniques, les subtilités de chaque projet pour qu'on puisse aller à l'essentiel, que je puisse juste vous expliquer à chaque fois le message principal. Et le deuxième petit disclaimer, c'est que vous allez voir, il y a beaucoup de principes très simples, beaucoup de même lieux communs, on pourrait dire. Donc, je pense que je ne vais pas forcément vous apprendre beaucoup de choses ce soir. Mais la raison pour laquelle j'ai cru qu'il était pertinent de quand même passer du temps dessus, c'est parce que je compte plus aujourd'hui le nombre de projets data science que j'ai vu échouer ou en tout cas être en grande difficulté parce que ces fondamentaux, eux, étaient oubliés. Et du coup, sans plus attendre, je vous propose de passer sur le premier retour d'expérience qui se passe à la SNCF, chez SNCF Réseau, pour être plus précis. L'ordre, il n'est pas chronologique dans l'ordre de mes expériences professionnelles. J'ai plutôt choisi un ordre qui correspond aux différentes étapes d'un projet data science, même si, comme vous le voyez ici en bas dans la slide, cette liste d'étapes n'a pas du tout vocation à être exhaustive. C'était juste pour donner un certain fil conducteur. Et pour comprendre ce premier projet, vous avez besoin d'avoir juste un tout petit peu de vocabulaire technique, à savoir qu'est-ce qu'un pantographe. Alors un pantographe, c'est tout simplement le bras mécanique que vous voyez ici et qui relie le train à la caténaire, donc au fil électrique. Et un pantographe est en général composé de plusieurs arcs en carbone ou en cuivre qui sont en frottement constant avec cette caténaire, ce qui évidemment génère de l'usure. Le problème, c'est quand cette usure se concentre à un certain endroit, ce qui peut provoquer des vrais défauts sur ce pantographe, comme des sillons ou des écailles. Et jusque-là, pas trop de soucis. Le problème, c'est que si ces défauts sont vraiment prononcés, ils peuvent parfois accrocher la caténaire, ce qui engendre l'arrachement de la caténaire, parfois sur plusieurs kilomètres. Et donc, vous pouvez le deviner, c'est un incident majeur sur les réseaux ferrés. C'est à peu près l'incident le plus grave sur le plan matériel qui puisse exister, en dehors des raillements, bien sûr. Et c'est très difficile à réparer ensuite. Donc, c'est un enjeu d'importance pour SNCF Réseau, qui a du coup monté un projet qu'ils ont appelé Caféine. Caféine pour caméra ferroviaire à intelligence neuronale. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de mettre un dispositif caméra au-dessus des voies, comme vous le voyez sur la photo.
Ça va détecter le passage d'un train, ça va shooter des photos au moment du passage du train, et le but ensuite, c'est d'arriver à extraire les photos de ces fameux pantographes pour pouvoir les analyser ensuite et lancer des alertes en cas de détection de défauts trop importants. C'est un projet industriel extrêmement complexe avec beaucoup de briques logicielles, et là, on va juste parler d'un petit bout, à savoir cette fameuse récupération des images de pantographes. Le contexte, du coup, il est assez simple sur cette partie-là. Qu'est-ce que veut SNCF Réseau? Ils veulent un système central qui regroupe toutes les images de pantographes. Dans un deuxième temps, ils voudront avoir des alertes automatiques en fonction des détections de défauts sur ces pantographes, mais là, on va vraiment parler de la première partie. Pour ce faire, ils nouent un partenariat avec une société créée par des chercheurs en data science, donc a priori, des personnes tout à fait pertinentes pour ce challenge. Et un point qu'il est important de noter ici, c'est que contractuellement, la SNCF Réseau attend une fiabilité, une accuracy d'au moins 99% pour le système qui sera délivré. Lorsque j'arrive sur ce projet, la situation est un peu une situation de crise, voire d'échec. Pourquoi? Parce que le projet est lancé depuis pratiquement 2 ans, donc beaucoup de temps et beaucoup d'argent a déjà été investi. Or, le système en place est inutilisable. Et ça va même au-delà, parce que SNCF Réseau est dans une réflexion, dans une situation où ils se disent qu'en fait, les promesses de l'intelligence artificielle sont complètement à côté de la plaque et qu'il n'y a pas vraiment de réalité business derrière. Du coup, mon objectif, c'était de faire l'état des lieux de ce projet et de vérifier s'il y avait vraiment un verrou technologique ou non. Mais le premier verrou que j'ai trouvé, c'était clairement un verrou sur la communication. C'est-à-dire que les deux parties prenantes n'arrivaient plus du tout à échanger et rien qu'à cause de ça, le projet n'avançait plus. Concrètement, SNCF Réseau rappelait qu'ils attendaient une fiabilité à 99%, mais le prestataire considérait que ce niveau de fiabilité était déjà atteint. Et je serais intéressée d'ailleurs de voir dans quelques instants votre intuition sur le chat de qui a raison dans cette histoire. Mais concrètement, ce que répondait SNCF Réseau, c'était non, moi, sur le système qui est livré, je constate jusqu'à 90% d'erreurs. Donc, petite enquête, évidemment. Qu'est-ce que voit SNCF? SNCF, sur son système central, voit à peu près quelque chose comme ça. Des images qui sont remontées, donc le système fonctionne plus ou moins bien, mais comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de tout. Et il n'y a pas beaucoup de pantographes. Essentiellement, on peut voir un pantographe ici, on peut imaginer que là, il y a peut-être un début de pantographe, mais on ne le voit pas trop. Et donc, en effet, ça n'a pas l'air d'être le top. De l'autre côté, le prestataire, lui, encore une fois, considère qu'il s'agit d'un simple problème de classification, classique en machine learning. On a 4 catégories, les rails, le toit, les pantographes, la face avant du train pour identifier le train, et que le système qui a été livré a bien un niveau d'accuracy de 99% ou plus. Alors, du coup, à votre avis, en 5-10 secondes sur le chat, est-ce que vous pouvez me dire, d'après vous, qui a raison? Je vois que le client a toujours raison. Ça, c'est une réponse très, très drôle. Ça dépend de la définition des livrables. Très intéressant. Je vois qu'il y a des bons réflexes. Les deux. Eh bien, bravo Yushan. C'est exactement ça. Et on va voir pourquoi. En effet, ici, les deux ont raison. Et le problème, c'est le jargon, comme quelqu'un a deviné. Je vous ai spoilé au début. Concrètement, un train, lorsqu'il passe sous le module caméra, va générer environ 2200 images. Or, même avec un algorithme qui a une accuracy globale de 99%, vous allez donc générer au moins une vingtaine d'erreurs. Le kiwi du client, ça c'est pas cool. Mais on va voir dans la slide d'après que c'est pas vraiment une question de QI. Du coup, la question ici, c'est pas tellement l'accuracy, n'est-ce pas? C'est plutôt ces vingtaines d'erreurs pour chaque train. Quelles sont ces erreurs et comment est-ce qu'elles impactent vraiment le livrable côté SNCF? Donc, il faut regarder la matrice de confusion. J'avoue que là-dessus, je pars du principe que vous êtes tous assez familiers avec les principes de base en data science, donc que vous savez ce qu'est une matrice de confusion. Si jamais ce n'est pas le cas, on pourra revenir dessus au moment des Q&A. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit sur la diagonale verte que le prestataire a raison. On est sur du 99% d'accuracy. Donc a priori, leur part du contrat est remplie. Mais on peut aussi voir pourquoi la SNCF, enfin pourquoi SNCF Réseau, c'est pas la même chose, est mécontente. Parce que
ce qui les intéresse, eux, c'est seulement la classe pantographe, c'est-à-dire ces 16 images ici, en l'occurrence, qu'ils reçoivent, parmi lesquelles seulement 2 sont vraiment des pantographes. D'où le fameux jusqu'à 90% d'erreurs. Et là, on se rend bien compte de pourquoi ils sont mécontents. Et donc, tout ça, il faut quand même imaginer qu'on est en train de parler d'un projet à très grande ampleur, avec des vrais enjeux derrière, avec déjà beaucoup d'investissements, et un blocage vraiment très, très fort généré seulement sur un problème en fait d'alignement sur le vocabulaire. Et c'est normal. C'est normal que pour la SNCF, fiabilité, accuracy, précision, ça ne veut pas dire la même chose que pour le data scientist. Donc là, non seulement il y a ce problème du jargon, mais il y a aussi un problème de manque de clarification du besoin client. Il aurait fallu aller beaucoup plus loin sur qu'est-ce que veut la SNCF, qu'est-ce que veut SNCF Réseau, pardon, comme expérience utilisateur in fine. Et si ce travail de clarification du besoin avait été bien fait, il aurait amené justement un débat sur OK, quel est le niveau de précision qu'il vous faut pour le système, et aussi, si vous êtes attentif, quel est le niveau de recall. Parce que le recall ici, il est important aussi. Et vous voyez qu'il est de 50% sur cet exemple, là où, si l'idée est de mettre en place un système de sécurité, récupérer seulement 50% des images de pantographes, ça peut potentiellement être un vrai problème. Voilà, voilà. Donc, ce premier retour d'expérience, tous les retours d'expérience sont vrais. Hein. C'est des vraies choses qui se sont vraiment passées, mais toutes simplifiées, évidemment. Ce premier était un peu long parce que je voulais vous donner quelques détails sur le contexte industriel, disons. Je vous rassure, les 4 autres seront un peu plus concis, disons. Changement de décor. De la définition du besoin, on va maintenant parler de conception de solutions, et pour ça, on part dans le domaine de la grande consommation. Le contexte, il est assez simple. On est dans les grandes surfaces et on s'intéresse au métier du chef de rayon qui passe les commandes de produits. Sachez qu'au moment où j'ai travaillé sur ce projet, ce qui est déjà, je crois, il y a à peu près 5 ans, peut-être plus, c'était toujours fait à la main, et parfois même, ça passait même pas par des logiciels, ça passait par fax. On faisait les commandes des supermarchés par fax. Et donc là, moi, je vois une opportunité en or. Je me dis, bon, bah, ça prend du temps de faire ça à la main, c'est pas drôle, c'est chronophage. Le chef de rayon, il peut pas avoir toutes les données en tête. Et en plus, il se trouve que le gaspillage alimentaire en France est absolument énorme, notamment au niveau des grandes surfaces. Donc, il y a quelque chose à faire. On va prendre toutes ces données, on va les enrichir avec toutes sortes d'informations externes et on va essayer de prédire la demande sur les produits frais. Pourquoi les produits frais? Parce que c'est ceux qui génèrent le plus de gaspillage et c'est aussi ceux qui sont particulièrement sensibles à toutes sortes de facteurs externes comme la météo, les événements culturels, sportifs, les jours fériés, etc. Donc là, concrètement, un sujet vraiment en or. C'est-à-dire que très vite, on développe le premier algorithme, on va voir un acteur majeur de la grande consommation, on sort des premiers résultats, des simulations sur les vraies données de supermarchés français, et les premières estimations annoncent assez facilement 30% de réduction du gaspillage. Non seulement ça, mais du coup, on se dépêche de développer un logiciel qui automatise tout ça et qui, du coup, a une triple promesse d'optimiser le temps de travail des chefs de rayon en automatisant la prise de commande et en les laissant se concentrer sur des tâches à potentiel plus forte valeur ajoutée, en garantissant une meilleure disponibilité des produits, parce que qui dit commande au plus près de la demande dit réduction du gaspillage, oui, mais aussi moins de rupture de stock. Et l'aspect réduction du gaspillage qui double, puisqu'il est question d'une optimisation financière, mais aussi d'image pour le côté développement durable. Donc là, qu'est-ce qui peut mal se passer, n'est-ce pas? Alors, ce projet, il tourne pas, il tourne plus, pour le coup, aujourd'hui. Il a échoué pour une question d'adoption, tout simplement. Voilà, donc c'est encore une fois peut-être un lieu commun, mais n'empêche que ça arrive, et ça arrive souvent dans le domaine de la data science. Le souci, ça a été de penser qu'on pouvait, comme ça, du jour au lendemain, exactement, ne pas faire de conduite du changement. Du jour au lendemain, automatiser une partie du job de quelqu'un, révolutionner un métier, et le tout sans avoir impliqué ces personnes dans la conception de la solution.
Et oui, parce qu'en fait, erreur de débutant en data science, on s'est rué sur le développement d'un algo et on s'est beaucoup concentré sur ses performances. On a été super emballé par la qualité de ses performances et on en a oublié la conception de la solution, c'est-à-dire une solution de bout en bout où on réfléchit à l'utilisateur, on réfléchit comment ça va impacter à la fois les supermarchés, à la fois les personnes qui travaillent, et même l'expérience client à la limite. Et comme vous pouvez le voir un tout petit peu sur ce screenshot, on a quand même fait des efforts en ce sens. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est pas la V1, c'est la V2, où on a du coup essayé de recréer beaucoup plus de liens avec le chef de rayon, notamment en travaillant sur l'explicabilité des modèles, en travaillant sur la visualisation de certains indicateurs pour un peu essayer de lui faire comprendre pourquoi l'algorithme prédisait ce qu'il prédisait. Et aussi, et ça pour moi c'est la deuxième leçon principale, hein, après celle de l'implication des utilisateurs dans la conception de la solution, on a fait un compromis. C'est-à-dire que plutôt que de gérer entièrement les commandes de manière automatique et donc de garantir le meilleur niveau de performance possible, on a dit ok, on va laisser les chefs de rayon modifier les quantités à commander lorsqu'ils le souhaitent. Et on savait que, a priori, ça ne pouvait que dégrader les performances au global, mais mieux vaut un algorithme, enfin une solution un peu moins performante au global, mais qui est vraiment utilisée, qu'une solution ultra performante, mais qui n'est pas utilisée en production, n'est-ce pas? Voilà. Le problème est presque toujours humain. J'arrive pas à lire tous vos commentaires, mais j'en vois de temps en temps et c'est tout à fait ça l'idée. Donc voilà pour la conception de la solution de bout en bout et ça nous amène à un premier sujet vraiment, disons, au cœur data science, à savoir les données. Bien sûr, tout projet de data science commence par récupérer de la donnée, sélectionner la donnée qu'on veut exploiter, la nettoyer, faire du feature engineering, etc., etc. Et là, on va parler de biais. Alors, très difficile de couvrir le sujet des biais en seulement quelques minutes. En plus, c'est l'un de mes sujets favoris. Mais je vais faire de mon mieux. Du coup, là, on va se concentrer sur StaffMe. Comme je vous l'ai dit au début, c'est une start-up qui met en relation des auto-entrepreneurs avec des entreprises pour tout type de job ponctuel. Donc, on est dans le domaine des ressources humaines. C'est pour ça que je le précise. C'est important. C'est important parce que qui dit ressources humaines dit attention à toute solution algorithmique. Il y a des discriminations dans tous les sens qui sont possibles et on n'a évidemment pas envie de construire un algo qui va faire tout et n'importe quoi. Parce que finalement, notre algo, qu'est-ce qu'il va décider? Il va décider de qui a un job et qui en a pas. Il va aussi décider de qui a un job à très forte valeur ajoutée et qui a un job loin de chez lui, moins bien payé, moins intéressant pour lui. Donc, d'emblée, quand même, une attention portée à ce sujet des biais et de l'éthique. Et d'ailleurs, j'ai pris ce screenshot cette semaine sur le site de StaffMe. J'ai vu qu'ils avaient un nouveau site et je vois qu'ils communiquent encore pas mal sur cet aspect équitable et impartial de leur algorithme. Et du coup, pourquoi je parle de ça aujourd'hui sur un talk échec et leçons? Parce que ce sujet des biais, quand même, force est de constater que on a dans les médias, dans même nos expériences personnelles, vraiment beaucoup d'exemples d'échecs. J'en ai mis quelques-uns sur la slide d'après, je vous les montrerai dans un instant. Mais d'abord, 2 mots sur qu'est-ce que ça a été chez StaffMe. Eh bien, chez StaffMe, ça a été l'utilisation des coordonnées GPS. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise les coordonnées GPS? Ça avait un sens, en vrai. On voulait proposer aux gens des missions pratiques pour eux, donc notamment proches de chez eux. C'est notamment pour ça qu'on utilisait les coordonnées GPS. Sauf que là où on avait fait très attention à toutes sortes de données personnelles qu'on ne voulait surtout pas utiliser dans l'algorithme, comme le sexe, le lieu de naissance, la nationalité, énormément d'informations auxquelles nous, on avait accès, ne serait-ce que pour des questions réglementaires et aussi pour la façon dont avait été construit le site. Donc ça, on avait bien pris soin d'écarter de l'algorithme. Et bien là, on avait pris soin de faire tout ça. En fait, on ne s'était pas rendu compte tout de suite que derrière d'autres données qui peuvent paraître beaucoup plus anodines, classiques, peuvent se cacher des informations beaucoup plus précises que ça. Qu'est-ce qui peut se cacher derrière des coordonnées GPS? Eh bien, concrètement, la moyenne d'âge, le revenu moyen,
la nationalité majoritaire, la religion majoritaire, tout ce que vous voulez, ne va pas être la même d'un département à l'autre, n'est-ce pas? Et donc, en fait, en laissant ce genre d'informations à disposition d'un algorithme, vous lui permettez potentiellement de créer des clusters géographiques par rapport à vos personnes qui cherchent de l'emploi. Donc ça, heureusement, on s'en est rendu compte. Et donc, on l'a écarté de l'algo, mais quand même, rendez-vous compte que même quand on a cette sensibilité, on peut se retrouver dans des situations où on met en production et où on laisse tourner, ne serait-ce que quelques temps, des algorithmes qui ont des comportements discriminants et qui exploitent des biais. Ces biais, ils peuvent venir de la donnée, ils peuvent venir des algorithmes même, ils peuvent venir de plein d'endroits. Là, je parle vraiment de biais au sens très large. Et du coup, je vous ai mis sur cette slide quelques petits rappels, d'actualité ou non d'ailleurs, qui vous montrent qu'il n'y a pas que les startups qui peuvent faire de temps en temps des petites erreurs. Même les géants qui ont des équipes entières et même parfois des process automatisés de vérification des biais finissent par mettre en production des outils data science qui sont hyper biaisés. Donc, vous avez peut-être suivi il y a quelques semaines à peine le scandale sur Twitter qui mettait sur l'aperçu que vous avez dans le tweet, si vous mettiez une image trop large ou trop longue, et que d'un côté, il y avait un homme blanc, de l'autre côté, il y avait un homme noir, peu importe dans quel sens c'était, ce serait toujours l'homme blanc qui serait choisi pour la preview. Et bon, c'était pas vrai que pour l'exemple homme blanc, homme noir, c'était vrai pour pas mal de cas, mais en tout cas, les résultats étaient vraiment, vraiment flagrants. Et les deux autres exemples que je vous ai mis ici, c'est dans le domaine judiciaire. Hein, il y a des algorithmes, tout comme dans c'est un peu le même genre de dérive que dans le cadre des ressources humaines. Hein. Si vous dites, tiens, dans tel département français, on se rend compte qu'en fait, les gens ont plus tendance à, je sais pas, à se faire virer. Et ben du coup, on va moins leur proposer de job. Ben oui, mais c'est pas la faute d'une personne. Si elle habite dans ce département, il faut pas qu'elle soit impactée par un algorithme à cause de ses voisins. Bon, ben c'est la même chose pour certains algorithmes qui ont été développés pour aider certaines interventions policières, par exemple, où vous aviez des biais hyper forts, notamment raciaux. Et le dernier exemple que vous voyez là, c'est celui de Word2Vec. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Word2Vec. Peut-être que certains d'entre vous l'utilisent. Ça permet de vectoriser des mots. C'est un algorithme qui a été entraîné sur un gros corpus de texte et qui a révélé des vrais problèmes, notamment de sexisme, assez rapidement. Donc, l'exemple type, c'est que si vous prenez le vecteur homme-femme et que vous le transposez, par exemple, à médecin, ça va vous donner infirmière et pas médecin. Et si vous prenez, par exemple, développeur, ben, ça va vous donner femme au foyer. Voilà, donc non seulement les personnes qui ont développé ces algorithmes, je ne pense pas qu'elles étaient misogynes, mais donc elles n'ont pas forcément réalisé que l'algorithme allait extraire les biais de son corpus de texte. Mais en plus, les sociétés qui ont construit des solutions diverses et variées à partir de cette librairie Word2Vec, vous voyez, c'est encore la couche d'après. Donc c'était encore plus loin de se douter qu'elles étaient en train d'injecter toutes sortes de biais dans leurs solutions. Voilà. Donc là, il y a une leçon principale à tirer sur ce sujet. C'est qu'il faut se former, il faut s'informer et il faut sensibiliser un maximum ces équipes et ces entreprises au sujet des biais. Et force est de constater que ce sujet est assez peu traité, je trouve, dans les formations de data science, et c'est dommage. En plus, là, on a parlé, c'est vrai, beaucoup d'aspects éthiques, mais les biais, c'est vraiment un sujet passionnant. Il y en a de tout type, comme je le disais tout à l'heure, les biais algorithmiques, les biais dans la donnée, mais aussi les biais expérimentaux. Par exemple, selon la façon dont vous allez faire un A/B test, potentiellement, vous allez introduire des biais majeurs qui vont en fait casser complètement la pertinence de vos résultats derrière et vous amener à prendre des décisions qui seront complètement faussées. Donc, c'est vraiment un sujet qu'il faut creuser, d'après moi. Et ce sera toujours du temps bien utilisé que d'aller regarder des formations ou des articles là-dessus. On passe au quatrième retour d'expérience. Et après avoir parlé des données, de leur choix, de leur exploitation, on va parler d'algorithmes. Et pour cette fois, on va venir chez VP, donc mon entreprise actuelle, sur
un projet en particulier qui est celui du ranking des produits, tout simplement. Et justement, le sujet, ça va être la simplicité. Alors, une page catalogue, chez nous, ça ressemble à ça, rien de plus simple, hein, pour le coup, des catégories sur le côté et des thumbnails de produits ici. Historiquement, chez VP, ces produits sont rankés manuellement. Des personnes prévoient l'ordre des produits à la main avant que la vente ouvre, sachant qu'une vente peut parfois avoir 2000 produits. Et en plus de ça, pour certaines ventes, le ranking des produits va être revu une fois, 2 fois, 15 fois parfois, pour prendre en compte les ruptures de stock, les produits les plus populaires, pour tenter des nouveaux assortiments, etc. Donc, vous l'imaginez bien, est né un projet, avant tout avec un objectif d'efficacité opérationnelle, où on s'est dit, on va faire un algorithme pour automatiser tout ça. Là, pour le coup, on avait retenu la leçon, n'est-ce pas, hein, conduite du changement, concevoir la solution avec les utilisateurs dès le début, donc ça a vraiment été fait avec les personnes qui faisaient ça à la main, avec les équipes commerciales, etc. Et donc, on était tous alignés sur un objectif d'efficacité opérationnelle et aussi sur un objectif secondaire, une sorte de bonus. Si en plus l'algo peut optimiser un petit peu les performances de la vente, eh ben, tant mieux. Avant de parler de pourquoi je considère qu'il y a une partie d'échec sur ce projet, le bilan aujourd'hui, lui, est quand même plutôt positif. À l'heure où on parle, toutes les ventes sont gérées de manière automatique chez VP, sauf de très rares exceptions. Et donc, non seulement les personnes n'ont plus besoin de passer jusqu'à 2 heures par vente, sachant qu'on ouvre jusqu'à 45 ventes par jour, à la main pour faire le ranking, mais en plus, ce ranking, il est mis à jour à peu près toutes les 15 minutes, ce qui permet en effet de dynamiser les ventes. Alors, où est le couac? Le couac, c'est qu'avant de faire ce rollout complet d'une solution automatisée, on a fait un test, évidemment, hein, chez VP, comme dans la plupart des boîtes qui font ces choses-là sérieusement. Tous les projets data science font l'objet de tests en production pour vérifier les bonnes performances. Il y a 3 versions qui ont été testées dans ce test. La version manuelle, bien sûr, et 2 versions d'algorithmes, 2 algorithmes très différents. Un algorithme qu'on appelle baseline, qui en fait n'est pas vraiment de la data science au sens, pas du machine learning, mais assez simplement, on prend les performances de la vente à son tout début, et puis après on fait une sorte de ranking de popularité. Et un autre algorithme sur lequel une équipe entière a bossé pendant pas mal de temps, qui s'appelle SPBO, pour Stock and Position Bias Optimizer. Donc là, vous voyez que rien qu'avec le nom, on est sur quelque chose de plus complexe. En l'occurrence, pour vous donner une toute petite idée de ce qui se cachait derrière ça, c'est que déjà, il y avait du machine learning. Donc, on exploitait les séries temporelles du tout début de vente pour prédire quel serait le nombre d'unités vendues en fin de vente pour chaque produit. Mais en plus de ça, on prenait en compte énormément de facteurs, notamment le stock, c'est-à-dire que potentiellement, vous n'avez pas envie de pousser de la même façon un produit qui est déjà presque en rupture de stock, VS, un produit où vous avez encore beaucoup de stock, bien sûr. Et position bias, ça c'est autre chose, c'est concrètement si j'ai un produit positionné là maintenant à la 50e ligne et qui a vendu jusqu'à présent 100 unités. Et un autre produit qui est en position 1 et qui a vendu 100 unités, ben vous vous doutez que pour le même nombre de ventes, ça veut certainement dire que le produit qui est très loin et qui du coup a beaucoup moins de visibilité a un pouvoir d'attraction beaucoup plus fort. Et donc les utilisateurs en veulent plus. Et donc, l'idée, c'était aussi de prendre ce biais, appelé position bias, en compte et de pouvoir jouer avec. Donc, on était sur un mix de simulation comportementale, de prévision de la demande, de beaucoup de choses. Comme vous pouvez l'imaginer, l'algorithme baseline était plutôt vu comme un étalon, une approche très naïve qui n'allait pas marcher, et tous les espoirs étaient sur SPBO. Bon, je pense que vous avez une idée vu comment je l'ai amené de qui a gagné. C'est l'algorithme hyper simple. Donc là, grosse leçon d'humilité pour l'équipe. La leçon, elle est hyper claire pour le coup. Et c'est l'un de mes messages les plus forts, je pense, ce soir. C'est revenons à la simplicité. Au moins, commençons les projets avec de la simplicité. C'est-à-dire que là, non seulement
Le problème, c'est de ne pas avoir eu une approche plus itérative. Il aurait fallu commencer par juste baseline VS manuel et déjà voir ce que ça donnait. Et on aurait été surpris des résultats. Ça fait gagner énormément de temps. On aurait du coup été en production beaucoup plus tôt en faisant ça. Donc l'approche itérative. Ensuite, le deuxième point, c'est attention à l'over-engineering, une tendance globale dans la tech, mais qui d'après moi est vraiment exacerbée en data science. Je vois de plus en plus de data scientists qui se ruent sur les toutes dernières implémentations de papier, de recherche, la conférence Rexis, qui veulent absolument faire du reinforcement learning, qui veulent absolument sortir un réseau de neurones 40 couches sur le moindre sujet où une régression linéaire ferait bien l'affaire, qui veulent mettre en place des architectures pour faire des bandits. Tous ces sujets sont passionnants. C'est pas le sujet, c'est pas le problème. Ce sont des sujets passionnants, mais là, on est dans le monde du business. On veut mettre des choses en production. Tout ce que je viens de citer, c'est des choses qui peuvent être parfois très complexes à mettre en production. Et on a rarement quelque chose à perdre à commencer simple. Et pour moi, le dernier, je pense qu'on a tendance à oublier le coût, justement, de cet over-engineering. C'est-à-dire que aller tout de suite vers des solutions plus complexes, non seulement ça coûte en développement, ça va être plus long en termes de go-to-market, mais c'est pas tout. Ça va aussi coûter beaucoup plus cher parce que généralement, ces algorithmes plus complexes vont consommer plus de données, vont consommer plus de ressources de calcul, donc déjà vous coûtez plus cher en termes de run et aussi vous coûtez plus cher en termes de maintenance parce que qui dit plus complexe dit plus difficile à maintenir, tout simplement. Et du coup, je finirai en termes de leçons sur cet exemple-ci, sur l'équilibre entre explicabilité et performance. Tout à l'heure, on a parlé d'équilibre entre usage et performance. Et bien pour moi, il y a aussi, dans tout projet de data science, un équilibre à trouver entre explicabilité et performance. Là, vous voyez bien qu'en fait, cet algorithme baseline, il a un intérêt hallucinant, qui est qu'il s'explique en 2 minutes au business. Il n'y a pas de question, c'est clair pour tout le monde. Et en fait, le sujet est clos. Dès que vous avez un algorithme, et c'est le cas de celui que je vais vous présenter juste après, qui est plus complexe, par exemple, en l'occurrence, c'est un réseau de neurones siamois avec une triplet loss, bon bah là, vous pouvez pas l'expliquer, pas en détail en tout cas, à vos interlocuteurs business. Et d'ailleurs, à vous-même, vous pouvez pas vraiment expliquer pourquoi ça marche. Mais du coup, ça a un coût aussi. C'est-à-dire que ça va générer forcément beaucoup plus d'interrogations, de méfiance de la part des interlocuteurs business, de flou, et puis même pour vous, pour améliorer les perfs de cet algo, pour le gérer sur le long terme, ça va être plus complexe. Et donc, c'est hyper important de doser, d'après moi, le niveau de complexité d'une solution de data science à la valeur business escomptée. C'est-à-dire que parfois, il vaut mieux avoir une performance 1% inférieure, mais sur quelque chose de très simple, plutôt que d'aller chercher ce petit degré supplémentaire qui va pourtant être, c'est vrai, plutôt le réflexe du data scientist. Et du coup, ça nous amène à un sujet de communication. Et on reste chez VP pour ce dernier retour d'expérience sur un autre algorithme, pour le coup, qui est l'algorithme de personnalisation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas VP, là c'est important quand même de rappeler un tout petit peu quel est notre business. On est une plateforme de flash sales. Les flash sales, c'est quoi? C'est des ventes flash, donc délimitées dans le temps, très courtes, en général 5 jours, avec en général des fins de stock des marques, même si c'est pas toujours vrai, et surtout avec une décote très importante. Ça peut aller jusqu'à du moins 70%. Et pourquoi je dis ça? Pour que vous compreniez que chez nous, on n'est pas Amazon, hein, pas du tout. On n'a pas un catalogue constant dans l'année. Non, on a des marques qui arrivent sur notre site, qui restent là 5 jours et puis qui disparaissent. Et cette offre, elle se renouvelle en permanence. À tout moment, vous pouvez avoir jusqu'à 250 ventes différentes d'ouvertes sur la plateforme. Donc là, vous en voyez à peu près une dizaine de bandeaux. Et bien, vous pouvez scroller potentiellement un bon bout de temps avant de tous les voir. Donc il y a cette abondance, cette diversité aussi, parce qu'en fait, on vend énormément de choses. VP vend des billets de spectacle, des billets pour les parcs d'attractions. On vend des voyages. On vend évidemment beaucoup de vêtements, tout ce qui est fashion. On vend des produits de beauté. On vend des diamants. On vend de l'électroménager.
on vend du vin, on vend de la nourriture, on vend de la cosmétique, on vend franchement quasiment tout. Et du coup, il y a une énorme diversité de l'offre. Et vous mettez tout ça face à un visitorat hyper fort. Donc, on est sur 2 millions de visiteurs jour. Vous obtenez le cadre absolument idéal pour faire un algorithme de personnalisation. Abondance, profondeur en termes de données, diversité, c'est le top. Et en l'occurrence, quand je suis arrivée chez VP il y a un peu plus d'1 an maintenant, il y avait déjà un algorithme de personnalisation en place sur un certain pourcentage de la population, donc du trafic. Et un peu comme lorsque je suis arrivée chez SNCF Réseau, la situation n'était pas hyper happy. C'était un peu la crise, voire on n'était pas loin de l'échec. Avec d'un côté le business pas du tout convaincu par ce fameux algo de personnalisation, très réticent, voire des directeurs qui demandent à ce que leur vente soit exclue de l'algo. Et de l'autre côté, évidemment, une équipe data assez démotivée, car persuadée d'avoir livré un projet de qualité qui fonctionne, mais en manque total de reconnaissance, du coup. Du coup, un peu comme dans la situation SNCF, là, il fallait d'abord faire un état des lieux pour comprendre, entre guillemets, qui avait raison. Assez vite, je me suis rendu compte que le travail à la fois data science et aussi engineering pour mettre tout ça en production, parce que rappelez-vous, 2 millions de visiteurs, à peu près tous concentrés à 7 heures du mat sur un pic, des SLA énormes qui sont ceux du e-commerce, etc. Donc, on est sur un vrai challenge d'engineering. Tout ça, vraiment un travail de grande qualité. Et les résultats, en effet, au rendez-vous. Des incréments significatifs, donc statistiquement significatifs, sur la plupart des KPI étudiés, à savoir le taux d'entrée dans les ventes, la conversion, donc la génération d'acheteurs, et même le chiffre d'affaires. Alors, pourquoi est-ce qu'un algorithme qui apporte du chiffre d'affaires incrémental au business unit, on n'arrive pas à les convaincre? Et bah là, pour le coup, pour finir sur un lieu commun, on va vraiment finir sur un lieu commun. C'était un pur problème de communication. On est dans la caricature du projet tech siloté. Un projet pure tech, fait par la tech pour la tech, finalement. Un algorithme de data science qui a été développé dans son coin, qui a très bien marché, mais qui n'a jamais vraiment échangé avec les BU. Et du coup, un business qui, comme dans le cas des chefs de rayon tout à l'heure, s'est vu en perte de contrôle sur la partie la plus sensible du business, à savoir la homepage de VP, et qui se trouvait face à cette boîte noire, aucune idée de ce qui était pris en compte ou pas dedans. Et du coup, qui dit boîte noire dit beaucoup de oui-dire, beaucoup de devinettes un peu, et à la moindre sous-performance d'une vente, au moindre problème sur le site, forcément, le réflexe, il est naturel. C'est forcément cette boîte noire. C'est forcément de la personnalisation que viennent tous les problèmes, puisqu'on ne sait pas comment ça marche, ça peut être que ça. Donc, quand même, heureusement, aujourd'hui, un peu plus d'un an plus tard, ce projet, c'est pas un échec. En l'occurrence, c'est sûrement la plus belle réussite à date de l'équipe Data Science chez VP. Mais ça a quand même été un changement de longue haleine. C'est-à-dire que ce qu'il a fallu faire, c'est restaurer la confiance et recréer un échange entre data science et business. Donc, pour moi, il y a plusieurs choses ici. C'est que, de un, je ne crois pas au projet data science où on ne met pas les data scientists en face du business. Pour moi, ils doivent parler au métier et pas avec 5 couches intermédiaires. Ça rassure le business et ça aussi indique aux data scientists souvent pas mal de bonnes idées ou ça clarifie leurs objectifs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a travaillé aussi beaucoup sur la transparence, à savoir documenter les algos, expliquer très précisément quelles étaient les données utilisées, faire le meilleur effort possible sur l'explicabilité de l'algorithme. Encore une fois, on était sur un algorithme complexe, difficile à expliquer, mais ne pas pour autant céder à ce que j'appelle un peu l'obscurantisme du machine learning, et qui est un peu quelque chose exploité par certaines sociétés malheureusement, c'est-à-dire ne pas juste dire
c'est trop technique, c'est complexe, vous n'avez pas besoin de comprendre, ça marche, quoi. Mais vraiment faire des efforts sur au moins donner quelques concepts de base, même aux personnes pas du tout techniques, essayer de leur faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire intelligence artificielle, qu'est-ce que ça veut dire machine learning, comment il fonctionne dans les grandes lignes notre algo, et surtout leur donner un maximum de données sur comment il a performé. Et c'était justement le dernier axe de travail sur lequel on a beaucoup investi, c'était mettre en place des dashboards de monitoring des performances de ces algos en prod et qui soient automatisés, dont les KPI soient bien validés, dont tous les tests statistiques aient été cross-validés par différentes équipes et qui, du coup, nous ont permis de vraiment décupler notre capacité à communiquer avec tout le business, à montrer à chaque BU quelles étaient les performances apportées grâce à la personnalisation pour chacun de leurs secteurs, même sous-secteurs, etc. Voilà. Donc, finalement, rien de très spécial, vous voyez. Mais, encore une fois, ça a fait la différence entre ce qu'on considère aujourd'hui comme un magnifique succès et ce qui, il y a 1 an et des, était à risque de se faire tout bonnement débrancher. Voilà. Et du coup, ça conclut mon 5e retour d'expérience. Ah oui, j'ai précisé qu'en effet, aujourd'hui, on était en train de travailler sur la V11 de cet algo. Donc, vous voyez, c'est une vraie aventure. Et non seulement il tourne sur 99% du trafic de notre site aujourd'hui, mais aussi il est utilisé dans d'autres parties de VP, pas seulement la homepage. Je vous ai mis un petit récap des messages clés d'aujourd'hui, des fameuses leçons tirées de ces retours d'expérience, à savoir la compréhension et le challenge des besoins business, la conception de solutions de bout en bout et pas le focus sur une solution purement technique, algorithmique, la réflexion nécessaire et aussi formation, j'aurais envie de dire, sur les biais avec le sens très large de biais. L'acronyme que j'ai pas inventé, qui vient de la tech plus généralement, du craftsmanship, qui est KISS, Keep It Simple Stupid, et j'ai mis au moins au début d'un projet parce que je sais qu'en data science, on ne peut pas non plus toujours rester sur du simple stupid. Et enfin, l'investissement dans une formation basique sur l'IA qui pour moi est devenue vraiment incontournable dans toutes les entreprises qui sont amenées à utiliser des solutions de data science. Et ce qui facilite vraiment beaucoup la communication sur ces projets et qui, franchement, garantit un taux de réussite bien plus élevé. Et sur cette dernière slide, je vous ai mis 3 liens. Et notamment, le premier, je l'ai mis parce que c'est forcément un petit peu frustrant de parler d'autant de sujets, de projets passionnants sans aller dans les détails techniques. Et donc, si jamais il y en a qui ont envie de creuser un peu certains des algos dont j'ai parlé, eh bien, il y en a 2 qui sont pas mal détaillés par les ingénieurs de mon équipe dans le live YouTube ici, à savoir Product Ranking et la personnalisation. Et après, j'ai simplement mis le lien du blog VP Tech, c'est-à-dire la partie tech de VP, parce qu'on va lancer normalement cette semaine une série de blog posts data science sur lesquels on travaille depuis près d'1 an. Et donc, vous avez l'info en avant-première. On va notamment avoir 3 articles sur l'automatisation des pipelines de train des modèles, qui est un sujet hyper chaud sur le marché aujourd'hui. C'est un sujet qui n'est pas craqué par la plupart des boîtes et qui, en général, aujourd'hui, prend la plus grosse partie de la capacité des équipes pour les gens qui font vraiment de la prod. Et le dernier, c'est juste parce que je vous ai dit que l'éthique était un sujet qui me tenait à cœur et j'avais écrit un petit article dans les Échos sans grande prétention, mais qui peut vous donner quelques points de rappel sur ce sujet. Voilà, merci beaucoup. Et je dirai tous vos commentaires parce qu'il y en a beaucoup, je n'ai pas pu les suivre au fur et à mesure. Mais je prendrai vos questions avec plaisir, en tout cas. Encore une fois, bravo Marie. Effectivement, c'était super intéressant. 5 use cases extrêmement riches, tant d'un point de vue de la diversité des sujets, mais également des points de difficulté qui ont été remontés. C'est vrai que c'est des messages qui nous paraissent tout de même assez simples, mais j'ai l'impression que si on n'a pas des illustrations, ou du moins des use cases pour effectivement bien pointer justement sur
sur on va dire, les conséquences de telles difficultés, eh bien, on a du mal à intégrer ces notions-là, les intégrer, c'est-à-dire avoir des réflexes, parce que c'est des choses qu'on écoute régulièrement, mais en tout cas, c'est franchement chapeau. Franchement, chapeau. Je propose que peut-être on puisse répondre aux questions. Il y en a eu quelques-unes sur la rubrique questions. Je ne sais pas si tu as accès. Ah oui, j'avais pas vu la partie Donc, il y a une questions. rubrique Ok, chat et puis ensuite il y a la rubrique questions. ok. Bah, je les prends dans n'importe quel ordre. Ah non, elles sont dans l'ordre popularité. Ah, je vais mettre dans l'ordre popularité. Attendez. Vote. Alors, peut-on avoir les liens que vous présentez à la fin de la présentation? Oui, 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 bien sûr. Je ne sais pas exactement de quel lien vous parliez. Peut-être des articles que j'ai montrés là sur la. Mais en tout cas, je peux même partager mes slides si vous voulez. Et il y a plusieurs liens à divers endroits. Ah oui, c'était peut-être le lien vers le manifeste de l'Institut Montaigne sur la prise en compte des biais, qui est d'ailleurs très bien fait, qui est récent, qui a été écrit en mars 2020 et que je vous conseille. Comment avez-vous abordé l'explicabilité du modèle? Alors, je vois que ça a été écrit il y a 28 minutes. Donc, je ne suis pas hyper sûre. Ah, les liens qui sont affichés en ce moment. Ok, pas de souci. Donc, sur l'explicabilité, je suis juste pas très sûre de lequel des 5 projets. Ok, je vois des trucs qui bougent et tout. Donc, si c'était il y a 30 minutes, j'imagine que ça devait être sur le cas des chefs de rayon. On va prendre cette hypothèse-là. Il y a plein de façons de travailler sur l'explicabilité des modèles. C'est très lié au sujet de la simplicité qu'on a vu juste après. Évidemment, c'est un des intérêts particuliers de faire un modèle hyper simple. Par exemple, si vous arrivez à obtenir des bonnes performances avec un random forest, ça a quand même un super avantage, c'est que vous pouvez faire un arbre de décision, vous savez, agrégé. Et qui permet de donner quand même une bonne vision au business de comment ça fonctionne derrière. Pareil, pour tout ce qui va être régression, vous allez réussir un peu à montrer comment ça marche. Dès que vous partez dans d'autres choses, bon, bah, vous n'allez pas vous en sortir sur des visualisations simples. Mais par contre, sur quoi vous pouvez travailler et qui marche généralement très très bien, c'est ne serait-ce que tout ce qui est feature importances. Hein, bon, je donne le nom de Scikit-learn là, mais par exemple, si vous travaillez sur des réseaux de neurones, vous pouvez utiliser SHAP, S-H-A-P, qui va vous permettre de visualiser l'impact de vos différentes features sur les prédictions finales. Et en fait, ça, vous pouvez quand même réussir à l'exploiter assez facilement pour montrer à vos interlocuteurs qu'est-ce qui est plus important dans les prédictions. Après, l'autre chose qu'on avait faite aussi, en l'occurrence sur le projet pour la grande consommation, c'était tout simplement faire afficher des infos. Pourquoi? Parce que sans même devoir dire, voilà, la météo a influencé les prévisions à la hausse ou à la baisse de tant de pourcents, le simple fait d'afficher la météo sur le dashboard permettait au chef de rayon potentiellement d'en tirer les conclusions qu'il voulait. Parce que lui-même, il n'allait pas regarder la météo des 4 prochains jours pour prédire la demande. Or, il le sait, les chefs de rayon nous disaient en entretien, bien sûr que la météo influence les achats de produits frais. Et du coup, on s'est rendu compte que des fois, juste mettre les données d'entrée à disposition, sans essayer de dire à quel point elles sont exploitées par le modèle et à quel point elles ont eu un effet décisif sur la prédiction finale, c'était déjà un vrai pas en avant sur l'explicabilité. Pour ce genre, ça dépend vraiment de votre utilisateur, là, en l'occurrence. Vous me direz si ça répond à la question, parce que l'explicabilité, il y a des gens qui font des thèses là-dessus. Et je pense que c'est pertinent. Il y a vraiment énormément de choses à travailler sur ce sujet. Et c'est pas simple, c'est sûr. Et le problème, c'est que c'est difficile de faire une réponse générale. Ce que vous pouvez ou pas faire dépend énormément de plein de choses, notamment l'algo que vous utilisez, les données que vous utilisez et surtout l'interlocuteur auquel vous vous adressez. Peux-tu nous expliquer un peu le modèle derrière la home de VP, pas forcément la dernière, mais ceux qui étaient en place quand tu es arrivé? Oui, il n'y a pas de souci. Chez VP, on considère que
enfin, on n'est pas protectionniste, on va dire, sur ce genre de sujet scientifique. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller vraiment dans le détail, ouais, même si c'est pas non plus hyper détaillé, mais pour le coup, dans ce live YouTube, il y a un ingénieur de cette équipe qui s'appelle Rexis, l'équipe pour Recommendation System, qui donne pas mal de détails sur l'algo qui est en place aujourd'hui. Comment ça fonctionne, je ne sais pas à quel point vous êtes technique dans l'assemblée, donc je vais partir du principe que vous l'êtes quand même un peu. Et concrètement, donc ce qu'on fait, c'est un réseau de neurones 6 mois. Pourquoi? Parce que on va partir d'expériences positives et négatives. C'est-à-dire qu'on va regarder une personne qui arrive sur le site VIP et qui va acheter. Donc vous avez 200 ventes à votre disposition. Et vous en avez acheté une, et on va utiliser ça comme exemple positif pour nourrir l'algo, et on va le mettre en rapport avec une expérience négative, c'est-à-dire on va prendre une autre vente sur laquelle pour le coup vous n'avez pas acheté. Et qu'est-ce qu'on va apprendre? Ben, en fait, on va apprendre aux neurones de savoir bien différencier. C'est-à-dire que ce qui est important dans cette approche par rapport à d'autres approches, c'est que ça vous permet à la fois d'utiliser les informations sur les ventes, les informations sur l'utilisateur et les informations que j'appellerais de contexte. Je m'explique. Je suis obligée d'aller un tout petit peu plus dans les détails. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en système de recommandation, vous avez quelques grandes approches classiques qui ont pas mal fait leurs preuves historiquement. La première, c'est ce qui va être content-based. Donc schématiquement, vous achetez une robe jaune, un short jaune sur VP, et en fait, on va détecter des patterns dans vos achats, et puis on va vous proposer un t-shirt jaune. Ok, ce genre d'algo a pas mal de limites, notamment le call start. On est obligé d'attendre que vous fassiez vos premiers achats avant de pouvoir vous recommander des choses, mais aussi le manque total de diversité. Hein, vous allez être très vite bloqué dans un pattern. Ce qui a d'ailleurs été le souci de pas mal de plateformes comme Netflix. Au tout début, Netflix, si vous aviez le malheur, je parle de la toute première année de la plateforme Netflix, hein, je ne sais pas si vous étiez nombreux dessus, mais si vous aviez le malheur de regarder 5 comédies romantiques, après, on ne vous proposait plus que ça. Plus que ça. Moi, j'ai changé de compte à cause de ça. Et du coup, bon, c'est une limite. Une autre approche qui a eu beaucoup de succès, pour le coup, sur les systèmes de recommandation, c'est ce qu'on appelle énorme trou de mémoire. Énorme trou de mémoire. Alors que c'est un truc vraiment classico-classique. Hein, bon, ça va me revenir. Et qui va en fait essayer c'est en fait les utilisateurs ont aussi aimé. Hein. On va essayer d'identifier des patterns, des similarités entre vos achats ou vos comportements et les comportements de quelqu'un d'autre. Donc typiquement, si on voit que vous avez acheté le même thermos et le même ordinateur que Monsieur Dupont, et que Monsieur Dupont, demain, il achète une plante, eh ben, on va vous proposer une plante. Voilà. Et il y a peut-être, si ça tombe, il y a peut-être quelqu'un qui va me dire comment ça s'appelle, qui est sympa. Ah, merci. Collaborative filtering, c'est exactement ça qui ne me revenait pas. Et content-based filtering, exactement, c'est le premier dont j'ai parlé. Et du coup, nous, on est parti sur, en effet, ce qu'on pourrait appeler une approche hybride, qui qui permet de surmonter les limites de ces deux premières grandes familles d'approches, puisque le collaborative filtering, ça marche bien. Ça marche bien, mais vous avez de nouveau un problème de code start, parce que vous êtes obligé, encore une fois, d'avoir un minimum de données sur un nouvel utilisateur avant de pouvoir lui recommander des choses. Et dans le contexte VP, c'est d'autant moins pertinent, ce genre d'approche, que, comme je vous le disais, on n'est pas comme Amazon. On n'a pas un catalogue qui est là toute l'année. Donc, le côté telle personne a aussi aimé ça va pas marcher parce que nous, on vend les choses pendant 5 jours. Et c'est là que le réseau de neurones siamois avec une triplet lost marche bien. C'est une approche inspirée du monde de l'image, pour ceux qui connaissent. Et encore une fois, donc on sample des événements où il y a eu un achat, on entraîne l'algo en ayant à chaque fois un événement avec achat, un événement sans, et le même événement sans achat. C'est là qu'on prend en compte le contexte, vous voyez. C'est parce que du coup, on entraîne à chaque fois l'algo avec un même contexte, c'est-à-dire
le même jour, la même heure, la même visite, les mêmes ventes à disposition, et pourtant une vente sur laquelle il y a eu un achat et une autre vente sur laquelle il n'y a pas eu d'achat. Voilà. Bon, c'est pas facile de résumer un algo comme celui-là, hein. C'est un très très gros algo, c'est une équipe de 6 personnes à temps plein depuis 2 ans, quand même, à peu près. C'est quoi le nom de la chaîne YouTube? VP Tech. J'ai dû mettre ça. Je pense que c'est juste VP Tech. Hop. C'est ça, VP Tech. En fait, VP Tech, c'est VP pour VP et Tech parce que c'est la partie tech. Voilà, c'est juste, ils ont décidé de brander la partie technique de VP, sachant qu'on est une grosse entreprise, les gens ne se rendent pas toujours compte. VP, c'est 6 000 employés, dont 1000 personnes à la tech et 50 personnes à la data, pour info. Pour ces différents projets, pouvez-vous nous dire comment vous avez abordé l'industrialisation mise en production des modèles via des outils clés en main, GCP, AWS, avec d'autres outils. Alors ça, c'est 3 meet-up, quoi. Surtout que du coup, il y avait vraiment plein de projets là, que j'ai cités et la réponse, elle est différente pour chacun d'eux. Donc là, vraiment pas facile de répondre. Je vais faire un peu en vrac. Si on prend par exemple le projet SNCF, c'était quand même un projet hyper ambitieux parce que projet de deep learning embarqué. Et alors ça, je peux vous dire, il n'y a pas tant de gens que ça qui font du deep learning embarqué finalement. Et projet de deep learning embarqué en 2015, 14, 15, en 2015, on va dire. 16 max, 2016. Pour vous dire, on a été les premiers utilisateurs industriels de la Jetson TX2 avant qu'elle sorte sur le marché. C'est un développeur kit avec une carte graphique NVIDIA. Voilà, je suis sûre que maintenant c'est complètement dépassé ce genre d'outil. À l'époque, c'était vraiment stylé. Donc là, sur la mise en production, on était vraiment sur un projet industriel avec un nombre de contraintes de sécurité et contraintes en tout genre que vous pouvez même pas imaginer. Comme on devait identifier les photos de pantographe sur la caméra, sur le module caméra, donc au-dessus des voies, parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'envoyer 2500 photos sans Wi-Fi, parce que non, vous n'avez pas le Wi-Fi en pleine campagne au-dessus des rails. Donc, il fallait avoir que quelques photos à envoyer. Et donc, pour ça, vous aviez besoin d'installer toute votre intelligence au-dessus des voies. Et pour info, quand vous devez installer quelque chose au-dessus des voies, ça doit par exemple résister au brouillard salin, résister aux pluies acides, résister aux grêlons de 10 cm de diamètre. Enfin voilà, des trucs hallucinants. Et je peux vous dire, c'est pas facile de trouver des cartes graphiques ou je sais pas quoi qui résistent à ce genre de choses. Donc là, en termes de mise en production, c'est 3 ans de projet, c'est un nombre de solutions en général déployées on-premise parce que vous êtes sous la loi de programmation militaire, vous n'avez pas du tout le droit d'aller sur le cloud. Donc c'est vraiment beaucoup de boulot et des choses pas forcément très standards. Par contre, sur les autres sujets, typiquement, le sujet grande consommation, c'était plus en mode startup, donc c'était entièrement sur le cloud. À l'époque, on avait fait ça sur Azure parce qu'on était une startup dans le programme qui s'appelle Spark, je ne sais pas s'il existe encore, de Microsoft. Donc on avait fait tous les trucs un peu état de l'art à l'époque. Qu'est-ce qu'on a parlé d'autre? Chez VP, toute la data est basée sur le GCP, donc Google Cloud Platform. Tout ce qu'on fait, c'est sur le cloud. On a toute la donnée du groupe qui est en cours de centralisation sur un data lake. Et on utilise à peu près toutes les briques techniques de Google imaginables. Et typiquement, vous avez aussi le détail de l'architecture dans le talk sur le live YouTube, je crois. Mais notamment, on utilise TensorFlow. On utilise beaucoup TensorFlow avec TensorFlow Serving. Voilà, bon, c'est pas facile de répondre. J'espère que ça vous a quand même donné quelques éléments. Comment gérez-vous les contraintes RGPD, Data Science, notamment les contraintes liées au consentement? Si la question est pour VP, chez VP, pour le coup, on est une grosse boîte, donc on est hyper structuré sur ce sujet. Comme la plupart des grosses boîtes, on a une DPO, une Data Protection Officer. Donc, on
on a énormément de process. Alors, vous avez les process classiques, en effet, récupération du consentement, intégration de nos outils avec ce consentement pour être sûr qu'on ne récolte pas les données sur les personnes qui ont dit qu'elles ne le voulaient pas, mais aussi des process plus ou moins automatisés pour la récupération des données personnelles ou la suppression des données personnelles. Donc, j'ai envie de dire sur VP, vraiment rien de spécial, au sens où on a appliqué tous les principes de base, tous les principes réglementaires. On a eu, comme tout le monde, les mêmes questions, les mêmes challenges, par exemple, sur comment on anonymise les données. Mais bon, maintenant, c'est des choses qui ont été pas mal couvertes, sur lesquelles je pense que vous pouvez trouver pas mal de contenu en ligne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que VP a la chance d'être un site logged only. C'est-à-dire que vous ne pouvez avoir accès aux ventes que si vous êtes membre et que vous vous loguez. Et du coup, un aspect très pratique là-dedans, c'est que en fait, on n'a pas besoin de vous soumettre à des cookies pour savoir ce que vous faites chez nous, puisque vous êtes logué. Donc, de ce point de vue-là, c'est un vrai atout pour la data science. C'est que ça nous permet quand même de récupérer énormément de données. Après, mais ça, c'est différent du sujet de collecte des données. Un utilisateur peut dire qu'il ne souhaite pas être soumis à la personnalisation. Bon, bah là, pareil, c'est une simple question d'interfaçage de vos données de consentement avec les systèmes qui gèrent, par exemple, les A/B tests. Comment gérez-vous la potentielle méfiance des équipes business qui peuvent voir l'automatisation comme une perte d'influence? Très franchement, bah ça va entièrement avec ce qu'on a discuté, à savoir inclure ces personnes, ces équipes business, dans le design des solutions dès le début. Et ne pas les oublier à chaque étape. On les voit bien, ces craintes, hein, on les retrouve quasiment à chaque fois qu'on lance un nouveau projet. Mais finalement, on se rend compte que quand ce sont les data scientists qui sont en contact direct de ces équipes business et qu'ils expliquent ce qu'ils vont faire, comment ils vont le faire, qui rassurent ces personnes sur le reporting auquel ils vont avoir accès, la visibilité qu'il y aura sur les méthodes de test, la transparence sur les résultats, etc. En général, les gens sont quand même très contents qu'on automatise ces choses, parce que ces choses, en général, elles sont quand même chronophages et rébarbatives. Donc pour moi, la solution, c'est vraiment essentiellement la communication. Mais qui dit communication ne dit pas forcément simplicité. Enfin, c'est jamais si facile de bien communiquer. Comment imaginez-vous l'évolution des projets aussi de la data science dans votre secteur et en général? Très vaste question. Je n'ai pas ma boule de cristal avec moi, mais j'ai plusieurs éléments. Je ne sais pas si ce sera vraiment des réponses à votre question. Premièrement, pour moi, alors ça va peut-être pas plaire à certains d'entre vous, pour moi, il y a de moins en moins d'avenir au profil pur data scientist tels qu'ils sortent des écoles aujourd'hui. Je sais que c'est un propos assez clivant, mais moi, j'en suis persuadée et je constate que ça va dans cette direction, en effet, depuis plusieurs années. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est la caricature un petit peu du jeune diplômé qui a fait de la modélisation un petit peu à la Kaggle pendant ses études et qui pense que être data scientist dans une entreprise, c'est 99% de son temps suroptimiser un super modèle super intéressant. Et qui n'a pas du tout envie d'aller justement se frotter au business, d'aller s'embêter à récupérer la donnée, la nettoyer, la comprendre, l'analyser, et a encore moins envie de parler de mise en production. C'est caricatural ce que je raconte, mais très franchement, vous seriez surpris de voir combien de personnes j'ai eu dans mes équipes ou des personnes avec lesquelles j'ai dû travailler dans le passé et qui avaient vraiment cette approche. Avec cette approche, vraiment, vous mettez rien en production et vous apportez jamais de valeur au business. C'est aussi simple que ça. Donc déjà, pour moi, ce qui va encore plus s'accentuer dans un futur plus ou moins proche, c'est cette tendance, parce que les entreprises sont en train de réaliser ça. Elles sont en train de réaliser que
ce genre de profil, ça marche juste pas. En tout cas, ils se suffisent pas à eux-mêmes. Et du coup, sont en train de vraiment changer leur politique de recrutement pour la constitution de leur data lab, data science team et tout ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est un petit peu, qui va dans ce sens-là aussi, c'est qu'on voit bien que les gros acteurs du marché, les gros acteurs cloud en particulier, sont en train de vachement investir sur l'IA et sortent de plus en plus d'outils pour plus ou moins automatiser le travail d'un data scientist. Par exemple, sur Google Cloud Platform, vous avez AutoML. Alors, sur AutoML, nous, par exemple, on a fait pas mal d'expérimentations pour voir si ça marchait bien ou pas. On s'était dit qu'on pouvait l'utiliser comme benchmark. Pour l'instant, en fonction de la complexité de votre business case, en fonction de vos données, en fonction aussi de votre expertise en interne, ça peut vous apporter plus ou moins de valeur. Mais ce qui est sûr, c'est que ces solutions, elles vont continuer à se développer et elles vont être de plus en plus performantes. Et du coup, quelqu'un qui juste connaît scikit-learn, sait faire un point fit, point predict, et ben ça va avoir vraiment de moins en moins de valeur. Déjà, aujourd'hui, ça n'a plus énormément de valeur sur le marché, mais ça va en avoir de moins en moins. Et donc, d'après moi, l'évolution qui va être la plus marquante à l'avenir dans le secteur de la data science, c'est de plus en plus chercher des profils polyvalents, une demande toujours plus forte pour les aspects de data engineering, et des personnes qui savent prendre du recul sur ces outils de plus en plus nombreux et de plus développés du marché, pour savoir les gérer, eux, plutôt que de coder tout soi-même. Et encore, je nuance ce propos. Hein. Aujourd'hui, les solutions que nous, on a en production, en vrai, elles sont entièrement codées maison. Et ça marche bien. Mais vous ne pouvez pas vous permettre ce genre de choses si vous êtes une petite start-up. Encore une fois, nous, on est 50 personnes à la data. Et l'algorithme de personnalisation que je vous ai décrit, avec les contraintes de production qui existent chez VP, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire dans une start-up de 10 personnes. Ça, c'est évident. Voilà. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Et parce que l'évolution des projets, sinon, je sais pas. Il y en a toujours des nouveaux, des projets. De toute façon, on va de l'un à l'autre. En tout cas, bravo à toi, Marie, et bravo à tous. Vous étiez plus de 100 personnes connectées. Marie, un petit mot pour la fin, peut-être, pour ne pas rester sur des réponses aux questions. Peut-être on reviendrait peut-être sur la slide qui résumait peut-être les leçons des 5 use cases qui ont été présentées. Et oui, pourquoi pas. En vrai, j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup répété ce qui est écrit dessus. Du coup, je finirai peut-être sur un livre que j'aime beaucoup. S'il y a des gens qui veulent alimenter leur confinement avec un livre. Ça s'appelle Software Craftsmanship ou The Software Craftsman, je suis plus sûre, mais vous trouverez facilement sur Internet. C'est un livre qui parle de développement informatique, mais dans lequel, d'après moi, vous pouvez trouver beaucoup de sagesse et beaucoup de bonnes pratiques qui sont encore assez peu utilisées en data science, mais qui devraient l'être. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit, la data science, on a beaucoup fait de meet-up et d'articles sur en quoi est-ce que c'est pas de la tech comme le reste de la tech, en quoi est-ce que les projets data science sont uniques, doivent être traités de manière spécifique, etc. Et ben moi, je dis plutôt l'inverse. Je dis qu'il faudrait plutôt se rendre compte que les projets data science sont avant tout des projets tech classiques et qui peuvent du coup bénéficier en tant que tels de toutes les bonnes pratiques qu'on a sorties sur ce domaine et qui sont hyper utiles. Et dans Software Craftsmanship, il y a plein de choses là-dessus. Et j'en ai vu très peu qui ne s'appliquent pas à la data science. Je parle par exemple de, vous savez, pratique d'automatisation de tests. Il y a quelques années, on disait que c'était ridicule de vouloir faire des tests automatisés sur des projets data science. Et maintenant, on commence à dire, ah, au fait, c'est pas mal quand même. Et en fait, il y a plein de choses comme ça dans le développement de manière globale qui s'appliquent très bien à la data science, mais qui sont encore un petit peu en retard. La qualité de développement, les tests, la CI/CD, le découpage en fonction, même les logiques microservices. Il y a vraiment énormément de choses à aller chercher dans ce livre. Très bien. Bravo à toi, Marie. Franchement, vraiment chapeau. C'était vraiment exceptionnel comme présentation. Merci à vous pour toutes les questions et tous les commentaires, même si j'ai pas pu les lire. C'était sympa d'avoir autant d'interactions.
C'est-à-dire qu'il y en avait beaucoup, effectivement, il y avait plus de 100 personnes connectées. Donc bravo à tous et rendez-vous lundi prochain. Lundi prochain, on a une journée portes ouvertes. Et puis enfin, le 17 novembre, Jean-François Deldon de Michelin qui va présenter des use cases autour du NLP. Et je vous souhaite une bonne soirée et un bon confinement. À très bientôt, au revoir. Bonne soirée à tous, au revoir.